La mort agit toujours comme un révélateur. Elle suspend le temps, bouleverse les certitudes et met à nu les mécanismes parfois brutaux de l'espace public. Lorsque Calbo disparaît, ce n'est pas seulement une vie qui s'éteint, c'est un récit collectif qui se met immédiatement en marche, souvent plus rapide que la vérité, plus bruyant que le recueillement et parfois dangereusement imprécis. Dès l'annonce du décès, l'émotion domine. Elle s'impose dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les conversations publiques. Le nom de Calbo circule, parfois sans contexte, parfois sans nuance. Qui était-il réellement? Quelle place occupait-il dans l'imaginaire collectif? Et surtout, pourquoi sa disparition a-t-elle déclenché une telle onde de choc? Dans les premières heures, la réponse importe peu. Ce qui compte, c'est le vide soudain, ce sentiment d'inachevé qui nourrit toutes les projections. La mort, surtout lorsqu'elle est perçue comme prématurée ou inexpliquée, appelle des récits. Et ces récits, dans une société hyper médiatisée, se construisent de souvent dans l'urgence. Calbo n'est plus seulement une personne. Dès l'instant où la nouvelle se diffuse, il devient un symbole. Symbole d'une génération, d'un milieu, parfois même d'un malaise social plus large. C'est un phénomène bien connu. Certaines morts cristallisent de des tensions latentes, des frustrations collectives, voire des colères longtemps contenues. Les médias généralistes s'emparent rapidement du sujet. Les titres parlent de choc, de stupeur, de tragédie. Les mots sont forts, parfois excessifs, mais rarement neutres. Ils façonnent la perception du public avant même que les faits ne soient clairement établis. Dans ce contexte, l'émotion prend le pas sur l'analyse. Les hommages se multiplient, souvent sincères, parfois opportunistes. Chacun cherche sa place dans le récit. Proches, témoins, commentateurs, responsables publics. Le silence devient suspect. La parole maladroite devient faute. Jamais auparavant, la mort d'une personnalité n'avait été commentée avec une telle instantanéité. Les réseaux sociaux transforment chaque événement en phénomène immédiat. Dans le cas de Calbo, cette dynamique est flagrante. En quelques minutes, des milliers de messages apparaissent. Certains expriment une tristesse authentique. D'autres posent des questions, parfois légitimes, parfois intrusives. D'autres encore accusent, spéculent, interprètent. Ce flot continu d'informations non hiérarchisées crée un brouillard. Les faits vérifiés se mêlent aux rumeurs, les hypothèses deviennent certitudes. La temporalité journalistique traditionnelle, vérifiée, recoupée, contextualisée, est mise à rude épreuve. Dans cet environnement, la responsabilité médiatique devient centrale. Pourtant, c'est précisément là que les premières erreurs apparaissent. Très vite, certaines prises de parole suscitent l'incompréhension. Des mots mal choisis, des analyses prématurées, des commentaires déconnectés du contexte humain de la situation. La mort de Calbo, encore fraîche, est parfois abordée comme un simple sujet, une séquence de plus dans le flux de l'actualité. Cette déshumanisation progressive choque une partie de l'opinion. Elle nourrit l'idée d'un système médiatique insensible, plus préoccupé par l'audience que par la dignité. Chaque phrase est scrutée, chaque silence interprété. C'est dans ce climat déjà tendu que l'intervention de responsables politiques est attendue ou redoutée. La frontière entre émotion collective et communication institutionnelle est fragile. Lorsqu'une figure politique s'exprime à la suite d'un décès médiatisé, chaque mot compte doublement. Il ne s'agit plus seulement de compassion, mais aussi de symboles, de postures, parfois de stratégie. Dans le cas de Calbo, l'espace public est déjà saturé de récits concurrents lorsque certaines déclarations officielles émergent. Elles sont analysées non seulement pour ce qu'elles disent, mais pour ce qu'elles révèlent, une compréhension ou non de la situation, une empathie perçue comme sincère ou calculée. C'est ici que se dessine le terrain sur lequel éclatera la polémique. Dans les moments de deuil collectif, le public attend des responsables une chose simple, et pourtant difficile, la justesse. Ni excès de pathos, ni froideur technocratique. Or, cet équilibre est rarement atteint, chaque déclaration est aussitôt décortiquée. Les médias spécialisés analyseront le ton, le timing, le choix des mots, les réseaux sociaux amplifient les critiques. Ce qui devait apaiser peut rapidement enflammer. La mort de Calbo devient alors un miroir grossissant des dysfonctionnements contemporains. Précipitation médiatique, confusion entre information et opinion, instrumentalisation émotionnelle. Avant même toute controverse précise, le terrain est donc miné. Le choc initial n'a pas été absorbé. Les faits ne sont pas stabilisés. Les émotions sont à vif. Dans ce contexte, la moindre maladresse peut être perçue comme une faute grave. C'est précisément ce qui explique pourquoi certaines déclarations ultérieures provoqueront une réaction disproportionnée par rapport à leur contenu réel. Non pas parce qu'elles sont nécessairement scandaleuses, mais parce qu'elles arrivent au mauvais moment dans un climat saturé. N'est pas celui de l'accusation, mais celui du contexte. Comprendre la suite implique de saisir ce moment initial où tout se joue. La disparition de Calbo, la confusion médiatique, l'émotion brute, l'entrée progressive de la sphère politique. Avant toute analyse critique, avant toute mise en cause, il faut rappeler une évidence trop souvent oubliée.
Une mort n'est jamais un simple fait divers lorsqu'elle devient publique. Elle est un événement social, médiatique et symbolique. Et c'est précisément parce que cette dimension a été sous-estimée que les erreurs ont commencé à s'accumuler. Après le choc initial provoqué par la mort de Calbo, vient un second temps, tout aussi déterminant, celui des réactions publiques. C'est dans cet intervalle fragile, situé entre l'émotion brute et la stabilisation des faits, que se jouent souvent les erreurs les plus lourdes de conséquences. Car si la disparition elle-même crée le trouble, ce sont les paroles prononcées ou tues dans les heures et les jours qui suivent qui façonnent durablement le récit collectif. Dans le cas de Calbo, ce moment charnière se révèle particulièrement révélateur des tensions qui traversent aujourd'hui l'espace médiatique et politique. Face à un décès médiatisé, le silence est parfois perçu comme une marque de respect. Mais il peut aussi être interprété comme une esquive. Très vite, certaines institutions et figures publiques choisissent de ne pas s'exprimer immédiatement. Officiellement, il s'agit d'attendre des informations confirmées, de respecter la douleur des proches, d'éviter toute récupération. Pourtant, dans un environnement saturé de commentaires instantanés, ce silence devient lui-même un message. Les réseaux sociaux s'en emparent, s'interrogent, soupçonnent. Pourquoi ne parle-t-on pas? Que cache-t-on? Le mutisme, loin d'apaiser, alimente parfois la défiance. Les médias relaient cette attente. Aucune réaction officielle pour l'instant. Les autorités restent discrètes. Ces formulations, répétées en boucle, contribuent à installer l'idée d'un malaise, voire d'un dysfonctionnement. À l'inverse du silence, certains acteurs optent pour une prise de parole rapide. Trop rapide parfois. Dans la course à l'information, le besoin d'exister dans le débat pousse à commenter avant de comprendre pleinement. C'est là que les premiers faux pas apparaissent. Analyse hâtive, contextualisation approximative, parallèle douteux. La mort de Calbo devient un support sur lequel chacun projette ses propres grilles de lecture. Pour certains chroniqueurs, elle illustre une crise sociale. Pour d'autres, un échec institutionnel. Pour d'autres encore, un symptôme culturel. Le problème n'est pas tant l'analyse que son timing. Lorsqu'elle intervient trop tôt, elle écrase la complexité des faits et transforme une tragédie humaine en objet de débat abstrait. Les chaînes d'information en continu jouent un rôle central dans cette phase. Elles fonctionnent sur un principe simple: remplir l'antenne, maintenir l'attention, produire du commentaire. Or, dans les premières heures suivant la mort de Calbo, les informations vérifiées sont rares. Résultat, on commente le manque d'informations. On invite des intervenants qui parlent du contexte, de précédents similaires, de tendances générales. Peu à peu, Calbo cesse d'être une personne pour devenir un cas. Ce glissement est subtil, mais déterminant. Il contribue à dépersonnaliser l'événement et à préparer le terrain à des interprétations parfois déconnectées de la réalité. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, la dynamique est encore plus radicale, chaque prise de parole médiatique est immédiatement reprise, isolée, parfois déformée. Des extraits sortis de leur contexte circulent massivement. Une phrase maladroite devient une preuve, une hésitation devient une aveu. Le public ne se contente plus de réagir, il juge. Il classe les acteurs en deux catégories simplistes, ceux qui respectent et ceux qui trahissent. La nuance disparaît au profit de l'indignation. Dans ce climat, la parole politique devient extrêmement risquée. L'entrée progressive des responsables publics. Lorsque les institutions commencent à s'exprimer, elles le font sous haute surveillance. Chaque communiqué est analysé ligne par ligne. Le ton, la longueur, le moment de diffusion, tout est scruté. Certaines déclarations se veulent neutres, presque administratives. Elles sont critiquées pour leur froideur. D'autres cherchent à exprimer de l'empathie. Elles sont accusées de récupération émotionnelle. L'équilibre est presque impossible à trouver. C'est dans ce contexte que l'intervention de Rachida Dati attire rapidement l'attention médiatique. Quelle que soit sa nature exacte, cette prise de parole intervient dans un climat déjà surchargé. L'opinion publique n'est plus dans l'attente de faits, mais dans une logique de validation émotionnelle. On ne demande pas seulement ce qui est dit, mais si cela correspond à ce que l'on ressent. La moindre ambiguïté est interprétée comme une faute. Une formulation imprécise est perçue comme une erreur grave. Ce qui, dans un autre contexte, serait passé inaperçu, devient ici un point de cristallisation. Les médias titrent rapidement sur la polémique, parfois avant même qu'elle ne soit pleinement constituée. La controverse devient un objet médiatique autonome. À partir de ce moment, le traitement médiatique change de nature. On ne parle plus seulement de la mort de Calbo, mais de la façon dont elle est commentée. Le récit se déplace du fait initial vers ses répercussions discursives. Ce phénomène est révélateur d'un journalisme en mutation où l'événement n'est plus seulement ce qui arrive, mais ce qui se dit à son propos. Les erreurs, réelles ou supposées, prennent plus de place que les faits eux-mêmes. Ce schéma n'est pas nouveau. Il s'est déjà produit lors d'autres drames médiatisés. Mais chaque fois, il semble surprendre ceux qui y participent. Silence jugé coupable, parole jugée maladroite,
L'espace de manœuvre est réduit à l'extrême. Dans le cas de Calbo, cette mécanique s'enclenche avec une rapidité particulière, sans doute en raison de l'intensité émotionnelle initiale et de la fragmentation des sources d'information. Le récit public échappe à ceux qui tentent de l'encadrer. Les intentions initiales, informer, apaiser, rendre hommage, sont éclipsées par la polémique naissante. Ce basculement marque un point de non-retour. La mort de Calbo n'est plus seulement un événement tragique, elle devient un enjeu médiatique et politique, avec ses camps, ses interprétations et ses accusations. Il existe dans toute crise médiatique un moment précis où l'équilibre se rompt, un instant où la parole, au lieu d'apaiser, devient le catalyseur de toutes les tensions accumulées. Dans l'affaire qui entoure la mort de Calbo, ce moment correspond à une déclaration publique qui, par sa forme, son timing ou son interprétation, va cristalliser la colère, l'incompréhension et les accusations. Lorsque la prise de parole intervient, elle est accueillie avec une attention démesurée, non pas tant pour son contenu factuel que pour ce qu'elle représente. Le public n'écoute plus seulement des mots, il cherche une posture, une attitude, une reconnaissance implicite de la gravité du moment. Dans ce contexte, Rachida Dati ne s'exprime pas seulement en tant que responsable politique, mais comme figure institutionnelle incarnant une forme d'autorité symbolique. Cette position rend chaque mot plus lourd, chaque nuance plus risquée. Ce que l'on attend à ce moment précis n'est pas une analyse, ni une explication, c'est une validation émotionnelle. Toute divergence par rapport à cette attente est perçue comme une faute. L'un des paradoxes majeurs de cette séquence réside dans le décalage entre le contenu réel de la déclaration et sa réception. Les mots prononcés, quels qu'ils soient, sont immédiatement extraits de leur contexte. Ils circulent sous forme de citations partielles, de titres raccourcis, de commentaires indignés. La déclaration n'est plus un ensemble cohérent, mais une série de fragments. Chaque fragment devient autonome, interprété selon les attentes, les colères ou les convictions de chacun. Ce processus de fragmentation est au cœur de la polémique. Ce n'est plus ce qui est dit qui compte, mais ce que l'on croit entendre. Les médias jouent ici un rôle déterminant. Dans la logique de l'actualité rapide, les titres cherchent l'impact. Ils simplifient, accentuent, parfois déforment. Une phrase nuancée devient une affirmation catégorique. Une hypothèse devient une certitude. Cette transformation est rarement malveillante. Elle est structurelle. Elle résulte d'un système où l'attention est une ressource rare et où chaque seconde compte. Mais ses effets sont puissants. Très vite, la déclaration est qualifiée de choquante, parfois sans que le public n'en ait entendu l'intégralité. Le qualificatif précède l'analyse. Il oriente la lecture avant même l'accès à la source. Sur les réseaux sociaux, la mécanique est encore plus brutale. L'indignation devient virale. Les messages les plus partagés ne sont pas ceux qui expliquent, mais ceux qui dénoncent. Le ton se radicalise. Les intentions sont prêtées, les erreurs amplifiées. Dans ce tribunal numérique, la nuance est perçue comme une faiblesse. Ceux qui tentent de contextualiser sont accusés de minimiser. Ceux qui appellent à la prudence sont soupçonnés de complaisance. La déclaration controversée devient un symbole de tout ce qui ne va pas. Déconnexion des élites, froideur institutionnelle, récupération politique. Peu importe que ces reproches soient de fondés ou non, ils s'imposent comme une vérité émotionnelle. Un autre phénomène marquant de cette séquence est l'effacement progressif de Calbo lui-même. La personne, son parcours, sa mort, passent au second plan. Le débat se déplace entièrement vers la parole publique et ses effets. Ce glissement est révélateur, il montre comment, dans certaines crises médiatiques, l'événement initial est rapidement éclipsé par la controverse qu'il génère. La mort devient un prétexte à débat plus qu'un sujet de réflexion en soi. L'erreur réelle ou l'erreur perçue? Une question traverse alors les analyses journalistiques. Y a-t-il eu une erreur objective ou s'agit-il d'une erreur perçue, produite par le contexte et l'emballement médiatique? La réponse n'est pas simple. Une déclaration peut être factuellement correcte et néanmoins inadaptée au moment. Elle peut être prudente dans l'intention, mais maladroite dans la forme. Dans un climat de deuil collectif, la rationalité est souvent secondaire. Ce décalage entre logique institutionnelle et logique émotionnelle est au cœur de la controverse. Pour les responsables publics, cette séquence illustre un piège bien connu. Vouloir expliquer quand on attend de compatir, vouloir contextualiser quand on attend de se taire, vouloir rassurer quand la douleur est encore trop vive. La communication politique, formée à la maîtrise du discours, se heurte ici à une réalité brute. Certaines situations échappent à toute stratégie. Le moindre mot devient un risque. À partir du moment où la déclaration est perçue comme problématique, la polémique s'auto-alimente. Chaque réaction appelle une contre-réaction. Les médias analysent la polémique elle-même. Les réseaux sociaux commentent les commentaires. Ce phénomène de mise en abîme transforme l'événement en feuilleton. On ne parle plus de la mort de Calbo, mais de la façon dont on en parle. Le débat se déconnecte progressivement de son origine. Les premiers appels au recul,
Face à cette escalade, quelques voix tentent d'introduire de la distance. Des journalistes rappellent la nécessité de distinguer faits et interprétations. Des observateurs soulignent la violence symbolique de certaines accusations. Mais ces appels au calme peinent à se faire entendre. Dans un espace public dominé par l'émotion, la tempérance est rarement virale. Celle entre une société qui exige une reconnaissance immédiate de sa douleur et des institutions qui peinent à s'adapter à cette exigence. La déclaration controversée n'est peut-être pas la cause de la crise, mais son révélateur. Elle met en lumière un malaise ancien, amplifié par les nouveaux modes de communication. Lorsque l'émotion retombe légèrement, vient le temps de l'analyse. Non plus celle dictée par l'urgence ou l'indignation, mais celle qui tente de comprendre, à froid, ce qui s'est réellement joué après la mort de Calbo. À ce stade, une question centrale s'impose. La controverse est-elle le fruit d'une erreur politique identifiable, d'une maladresse médiatique classique ou d'une construction polémique alimentée par un système devenu hypersensible à la parole publique? Cette interrogation dépasse largement le cas individuel. Elle touche au fonctionnement même de l'espace public contemporain. Dans toute crise médiatique, l'opinion cherche rapidement un responsable. Ce besoin de désignation est presque mécanique. Il permet de canaliser la colère, de donner une forme à l'incompréhension. Dans le cas présent, la focalisation sur une déclaration publique a offert un point d'ancrage idéal. Mais réduire une séquence complexe à une faute individuelle comporte un risque, celui de masquer les dynamiques structurelles à l'œuvre. Une parole peut être maladroite sans être fautive. Elle peut être mal reçue sans être mal intentionnée. Et surtout, elle peut devenir polémique indépendamment de son contenu réel. Il serait naïf de nier que les responsables politiques portent une responsabilité particulière lorsqu'ils s'expriment dans un contexte de deuil collectif. Leur parole n'est jamais neutre. Elle engage une institution, une posture, une vision du rôle de l'État face à la souffrance sociale. Dans cette affaire, l'intervention de Rachida Dati s'inscrit dans ce cadre contraint. Elle n'est pas celle d'une commentatrice extérieure, mais d'une figure investie d'une autorité symbolique. Cette position implique une exigence accrue de justesse. Pour autant, cette exigence se heurte à une réalité. Aucune formation politique ne prépare réellement à parler de la mort dans un espace public saturé d'émotions contradictoires. La communication institutionnelle repose sur des codes rationnels qui s'accordent mal avec le deuil collectif. Le terme de maladresse revient souvent dans les analyses. Il est commode, car il permet de reconnaître un problème sans qualifier une faute grave. Mais il mérite d'être interrogé. Qu'est-ce qu'une maladresse, au juste? Est-ce un mot mal choisi? Un timing inadapté? Une tonalité perçue comme froide? Dans un climat émotionnel extrême, la maladresse devient une notion relative, largement définie par la réception plutôt que par l'intention. Ce glissement est essentiel. Il signifie que la parole publique n'est plus évaluée uniquement sur ce qu'elle dit, mais sur ce qu'elle provoque. On ne peut analyser cette séquence sans interroger le rôle des médias eux-mêmes. La polémique ne naît pas dans le vide. Elle se construit, se diffuse et se consolide à travers des mécanismes bien identifiés. Titres accrocheurs, répétition en boucle, mise en scène du conflit. Dans cette logique, l'erreur présumée devient un événement en soi. Elle est commentée, analysée, déclinée sous différents angles. Chaque nouvelle prise de parole est interprétée à l'aune de la controverse initiale. Ce phénomène crée une spirale. Plus on parle de l'erreur, plus elle semble grave. La proportion entre l'acte initial et ses conséquences médiatiques de se rompt. Très vite, le débat se polarise. D'un côté, ceux qui dénoncent une parole jugée indigne, de l'autre, ceux qui défendent la nécessité de contextualiser. Entre les deux, peu d'espace pour une analyse nuancée. Cette polarisation est accentuée par les réseaux sociaux où les prises de position modérées sont souvent invisibles. L'algorithme favorise l'émotion forte, la colère, l'indignation. Le débat se transforme en affrontement symbolique. Dans ce contexte, la recherche de vérité devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'appartenance à un camp. En observant la chronologie, un constat s'impose. La polémique ne surgit pas d'un seul coup. Elle se construit par étapes. Une déclaration attire l'attention. Un extrait est isolé, une interprétation s'impose, les réactions s'enchaînent. Les médias titrent sur la controverse, le public s'empare du récit. À chaque étape, la complexité initiale se réduit. Le récit se simplifie autour d'une opposition claire. Erreur ou non-erreur, respect ou irrespect, empathie ou froideur. Ce processus est révélateur d'un système médiatique qui privilégie la lisibilité au détriment de la profondeur. Certains observateurs tentent pourtant d'introduire du recul. Ils rappellent ce que l'analyse d'une parole publique doit tenir compte du contexte du moment, des contraintes institutionnelles. Ils soulignent que l'indignation immédiate n'est pas toujours un bon indicateur de gravité réelle, mais ces voix peinent à se faire entendre. À chaud, le besoin de réaction l'emporte sur celui de compréhension. Le temps long de l'analyse journalistique se heurte au temps court de l'émotion collective. Au-delà des responsabilités individuelles, cette séquence révèle un malaise plus profond.
Elle montre une société en quête de reconnaissance émotionnelle, mais aussi méfiante à l'égard des institutions. Elle révèle une fracture entre des attentes affectives fortes et des modes de communication encore largement technocratiques. La polémique autour de la déclaration n'est peut-être qu'un symptôme, celui d'un décalage croissant entre le langage du pouvoir et celui du vécu. Vers une redéfinition de la parole publique, cette crise pose une question essentielle. Comment parler publiquement de la mort à l'ère des réseaux sociaux ? Comment concilier responsabilité institutionnelle et empathie sincère ? Comment éviter que chaque mot ne devienne un piège ? Il n'existe pas de réponse simple. Mais une chose est certaine, les règles du jeu ont changé. La parole publique est désormais évaluée en temps réel par une multitude d'acteurs selon des critères émotionnels autant que rationnels. Toute crise médiatique laisse des traces. Certaines s'effacent rapidement, absorbées par le flux incessant de l'actualité. D'autres, en revanche, marquent durablement les esprits. Non pas tant par leur gravité intrinsèque que par ce qu'elles révèlent d'un moment historique, d'un rapport à l'émotion et d'une transformation profonde du débat public. La séquence ouverte par la mort de Calbo et prolongée par la polémique autour des prises de parole publiques appartient à cette seconde catégorie. Lorsque le tumulte retombe, lorsque les notifications cessent de s'accumuler, une question demeure, que reste-t-il réellement de cet épisode ? Le premier enjeu concerne paradoxalement celui qui est à l'origine de toute cette séquence, Calbo lui-même. Dans de nombreux cas de crise médiatique de posthume, la personne disparaît progressivement derrière le débat qu'elle a suscité. Son histoire, son parcours, sa singularité sont éclipsés par la controverse. Ici encore, le phénomène est frappant. À mesure que la polémique s'est développée, la figure de Calbo s'est estompée. On a parlé de déclarations, de réactions, d'erreurs, de responsabilités, mais de moins en moins de l'individu, de ce qu'il représentait réellement. Ce glissement interroge profondément le rôle des médias. Informer sur un décès ne devrait pas conduire à dissoudre la personne dans un affrontement discursif. Or, c'est précisément ce qui s'est produit. La mémoire de Calbo s'est trouvée instrumentalisée, parfois malgré les intentions initiales. Toute controverse de cette ampleur laisse également des traces sur l'image des acteurs impliqués. Même lorsque les faits sont recontextualisés, même lorsque les analyses se nuancent avec le temps, l'empreinte émotionnelle demeure. Dans l'opinion publique, les souvenirs se simplifient. Il ne reste souvent qu'une impression, celle d'un malaise, d'un faux pas, d'un moment jugé inapproprié. Peu importe alors la complexité réelle de la situation. La mémoire collective fonctionne par raccourci. Ce phénomène est d'autant plus puissant que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux figent les controverses. Une polémique devient une référence permanente détachée de son contexte initial. À un niveau plus structurel, cet épisode participe à une érosion progressive de la confiance envers la parole institutionnelle. Chaque maladresse perçue, chaque controverse amplifiée renforce l'idée d'un décalage entre les responsables publics et le vécu émotionnel de la société. Cette défiance ne naît pas d'un événement isolé. Elle s'inscrit dans une accumulation. La mort de Calbo agit ici comme un révélateur supplémentaire, venant s'ajouter à d'autres séquences similaires. Le risque est clair. À force de voir chaque parole publique suspectée, interprétée, déconstruite à l'extrême, le dialogue devient impossible. La parole institutionnelle se rigidifie, se raréfie par peur de l'erreur. Le silence redevient alors une stratégie, au détriment de la transparence. Pour les journalistes, cette affaire constitue également un moment d'introspection nécessaire. L'emballement observé n'est pas uniquement le produit des réseaux sociaux ou de l'émotion populaire. Il résulte aussi de choix éditoriaux, de hiérarchisation discutable, de titres parfois excessifs. La question n'est pas de nier le droit à la critique ou à l'analyse, mais d'interroger le rythme et la tonalité. À quel moment l'analyse devient-elle amplification ? À partir de quand la mise en perspective se transforme-t-elle en surenchère ? Dans un paysage médiatique concurrentiel, ces arbitrages sont complexes. Mais ils sont essentiels si le journalisme veut conserver sa crédibilité. Au-delà des médias et de la politique, cette séquence révèle une société placée sous tension émotionnelle constante. Chaque événement tragique devient un exutoire, un espace de projection pour des colères diffuses, des frustrations accumulées. La mort de Calbo a servi de catalyseur. Elle a concentré des attentes immenses, reconnaissance, respect, compassion, justice symbolique. Aucune parole ne pouvait raisonnablement satisfaire toutes ces exigences simultanément. Cette hyper-émotivité pose un défi majeur au débat public. Comment maintenir un espace de discussion rationnel sans nier la dimension affective des événements ? Comment reconnaître la douleur sans céder à l'injonction permanente à l'indignation ? Si une leçon devait être retenue, ce serait celle de la temporalité. Le temps médiatique, accéléré à l'extrême, n'est pas toujours compatible avec le temps du deuil. Informer trop vite, analyser trop tôt, commenter sans recul, expose à des dérives prévisibles.
Cela ne signifie pas qu'il faille se taire, mais qu'il faut accepter l'inconfort de l'incertitude. Dire que l'on ne sait pas encore, résister à la tentation de remplir le vide par des interprétations prématurées. Pour les journalistes comme pour les responsables publics, cette discipline devient une nécessité professionnelle. Il serait toutefois injuste de faire porter l'ensemble de la responsabilité sur les médias et les institutions. Le public lui-même, par ses modes de consommation de l'information, joue un rôle central. Les contenus les plus partagés sont rarement les plus nuancés. Les plateformes, quant à elles, structurent la visibilité selon des logiques algorithmiques qui favorisent l'émotion forte. La polémique devient rentable en termes d'attention, ce qui crée un cercle vicieux. Rompre cette dynamique suppose une réflexion collective sur la manière dont l'information est produite, diffusée et reçue. En définitive, la séquence autour de la mort de Calbo dépasse largement le cadre d'un fait divers ou d'une controverse ponctuelle. Elle offre un miroir de notre époque. Une société connectée en permanence, hypersensible, méfiante, avide de reconnaissance émotionnelle. Elle montre aussi les limites actuelles de nos outils de communication collective. Ceux-ci permettent une diffusion immédiate, mais peinent à intégrer la complexité humaine des événements. La mort de Calbo mérite mieux qu'un souvenir polémique. Elle mérite une mémoire respectueuse, dégagée des surinterprétations. Quant à la controverse qu'elle a générée, elle doit être comprise comme un signal d'alerte, celui d'un espace public en tension, où chaque mot compte plus que jamais. Reste désormais à tirer collectivement les leçons de cet emballement, afin que la prochaine tragédie médiatisée ne reproduise pas mécaniquement les mêmes erreurs.